Bonjour à tous. Je souhaite depuis peu créer une chaîne YouTube en polonais sur l'effondrement. Vous visionnez à présent le prototype de l'épisode 5, Solution nationale. D'ici à quelques semaines, ce prototype sera traduit en polonais, tourné avec du matériel professionnel et un ami graphiste réalisera des animations de qualité. Pour l'instant, je ne fais que lire le script avec un PowerPoint enrichi d'icônes en arrière-plan pour donner une idée générale du concept. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, ce que vous aimez, pensez qu'il faudrait modifier et surtout si vous remarquez des erreurs factuelles. Merci et bon visionnage. Ah, ça y est, on va enfin parler de solutions. Dans le mille, aujourd'hui, je vais te présenter un ensemble de propositions, d'actions à mettre en œuvre au niveau national qui ont pour but de réduire notre impact sur le système Terre et augmenter la résilience de nos sociétés face aux chocs à venir. Putain, même quand tu parles de solutions, t'arrives à être déprimant. Ah bah en même temps, je t'avais dit de pas trop t'emballer. Du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon bah commence par la bonne alors. Toutes les solutions existent. Pas besoin de technologie futuriste, tout est là. On a toutes les clés en main pour sauver la planète et ses habitants. Ah, c'est déjà pas mal. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est qu'on mettra pas ces solutions en place. Ah bah merci l'optimisme. Dans cet épisode, je veux te montrer la direction que doit prendre notre société via un tas d'exemples concrets. Pour ce faire, on va imaginer que je sois candidat aux élections présidentielles. Je vais t'expliquer mon programme et quelques éléments de réflexion sur sa construction. Ensuite, tu pourras te faire ta propre idée de la probabilité qu'un gouvernement avec un tel programme soit élu dans les prochaines décennies. Soufiane, président de la Pologne. Ouais, non, je parierai pas l'intégralité de mes économies là-dessus. Je suis pas complètement certain que ça se fasse non plus. Pour partir sur des bases communes, je te propose de faire un état des lieux de la situation. Je vais faire un court rappel de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, mais également ajouter quelques éléments qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder pour compléter le tableau. À l'origine de notre schéma, il y a donc l'environnement à l'intérieur duquel on peut trouver les sociétés humaines. Ces sociétés vont transformer tout un tas de ressources naturelles en biens et services. Le PIB mesure ici la valeur marchande de cette transformation, c'est-à-dire de cette production de biens et services. Afin de réaliser cette transformation, notre société industrielle va se munir d'une armée de machines qui demandent un apport énergétique. On va donc diviser les ressources naturelles en trois sous-catégories. Les ressources matérielles renouvelables, bois, plantes, eau, animaux. Les ressources matérielles finies, métaux, sable. Et les ressources énergétiques, principalement gaz, pétrole, charbon, qui représentent 80% de l'énergie consommée dans le monde. Que ce soit l'extraction de matières premières ou d'énergie, la production de nouveaux biens et services ou encore l'utilisation ou la fin de vie des dits biens et services, tous ces processus vont engendrer des déchets, des pollutions et des dégradations. Est-ce qu'on est d'accord sur ce constat? Ouais, c'est plus ou moins ce qu'on avait vu dans cet épisode. Bien. À présent, je te propose de nous intéresser aux limites physiques que notre modèle sociétal rencontre ou va rencontrer. Tout d'abord, au sein de nos sociétés. Le but de notre société industrielle est de faire croître son PIB. Or, depuis 50 ans, notre PIB est limité par deux facteurs, la quantité d'énergie et la quantité de pétrole à disposition de nos sociétés. Ouais, plus de détails toujours dans cet épisode-là. Donc pour faire croître notre PIB, il nous faut un accès croissant à de l'énergie et à des matériaux. En effet, produire de plus en plus de biens et services veut dire transformer de plus en plus de ressources naturelles en biens et services, ce qui demande de plus en plus d'énergie. Cette nécessité de croître va mener à des limites physiques en amont de notre société sur l'approvisionnement dans certaines ressources finies. Nous allons rencontrer dans les prochaines décennies les pics d'approvisionnement de chacune des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, ainsi que certaines ressources géologiques comme par exemple le sable de construction ou d'un bon nombre de métaux. Tu suis toujours? Ouais, ouais, c'est un peu dense, mais ça va. On essaye de maximiser un indicateur qui mesure en gros la transformation de ressources naturelles en trucs dont on a plus ou moins besoin. Tout ça est permis grâce au travail fourni par nos machines qui demandent de l'énergie pour fonctionner. Cette énergie est majoritairement fossile, donc présente en quantité finie, tout comme certains matériaux comme les métaux. Une croissance infinie de la production n'est tout simplement pas compatible avec des ressources au stock fini. Du coup, au bout d'un moment, et à mesure que la ressource se fera plus rare, on pourra en extraire de moins en moins. Waouh, je suis impressionné par ton niveau de compréhension de la problématique. Ah bah j'écoute un peu quand même quand t'expliques. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Autant les combustibles fossiles sont détruits quand on les brûle, autant un métal peut se recycler. Ça apparaît pas ça dans ton schéma. T'as tout à fait raison.
On en parlera plus en détail dans les épisodes sur les métaux, mais le recyclage n'est que très peu mis en place. Par souci de véracité, on va quand même rajouter une flèche qui réinjecte une partie des déchets dans notre usine. On va aussi en ajouter une deuxième qui réinjectera une partie des biens produits dans notre usine. En économie, c'est ce que l'on appelle l'investissement. En effet, une partie des machines que l'on construit le sont dans le but d'augmenter la taille de notre usine et ainsi augmenter la production future. J'ai la tête qui tourne avec toutes tes flèches là. Et du coup, je suppose que cette nécessité de croître va mener à des limites physiques en aval de notre société avec la pollution. Parce que si on veut plus utiliser le charbon, c'est pas juste parce que les ressources s'épuisent, c'est aussi à cause du changement climatique. Exactement. À cela viennent s'ajouter des limites en aval de notre société industrielle. Cette recherche de croissance du PIB s'accompagne d'une croissance de la pollution, des déchets et des dégradations qui deviennent tellement importants qu'ils ne peuvent plus être absorbés ou réparés par l'environnement et s'accumulent au sein de ce dernier. Cette accumulation va donner lieu à des phénomènes inquiétants. Pour les plus connus, on pense notamment au changement climatique, que tu as très justement cité, causé par les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation, ainsi qu'à la perte de biodiversité, conséquence de la destruction, dégradation et ou pollution des milieux naturels. Avec des noms plus scientifiques, on pense notamment à l'eutrophisation de certains milieux, c'est-à-dire l'accumulation de nutriments qui mène entre autres à la prolifération d'algues, et on peut également citer l'acidification des océans liée au fait que ces derniers absorbent le carbone que l'on émet. Enfin, on peut mentionner diverses pollutions provoquées par des polluants précis comme la pollution plastique ou la pollution de l'air aux particules fines. Du coup, on voit bien que le changement climatique n'est en fait qu'une petite partie du problème. Ouais, et si tu te souviens bien, on avait même déclaré que le changement climatique n'était pas un problème, mais un symptôme d'un problème plus profond qui est que notre société industrielle transforme la nature en déchets. Un dernier élément qu'il nous reste à voir pour faire le tour des limites est que si on continue comme ça, certaines de ces conséquences, comme par exemple le changement climatique ou la perte de biodiversité, vont avoir des effets graves sur notre approvisionnement en eau ou en nourriture au cours des décennies prochaines. C'est bon là, on a fait le tour des limites? À peu près, ouais. Il en existe d'autres, comme notamment le fait qu'on ait explosé les cycles du phosphore ou de l'azote, mais je sais pas trop où les mettre dans le schéma. Mais oui, on a fait le tour. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes de faire? La prise en compte des limites de notre modèle sociétal nous permet de définir des objectifs que nous souhaitons atteindre. Les solutions que ce programme propose doivent permettre une réduction des besoins en nouveaux matériaux, l'utilisation de matériaux renouvelables au lieu de ceux au stock fini, une transition des énergies fossiles à des alternatives plus propres, une diminution de l'espace alloué, c'est-à-dire dégradé par les humains, une régénération du vivant et une baisse générale des diverses pollutions émises. Socialement, il nous faudra que ces solutions soient acceptables et acceptées par la population, ainsi qu'appropriables par le plus grand nombre. Enfin, de manière plus générale, il nous faut augmenter la résilience de notre société, c'est-à-dire sa capacité à résister aux chocs, voire à se transformer lorsque ces chocs sont trop importants. À présent, je te propose de proprement lister les solutions. Ah, ça y est, du concret. On va découper ça en différents secteurs d'activité. On va parler d'électricité, de transport, d'habitat, d'industrie et de consumérisme, de déchets et d'agriculture. Et on commence tout de suite par le premier secteur qui est celui de l'électricité. Facile. On met des panneaux solaires et des éoliennes partout. Alors ça peut être une solution, mais pour le cas de la Pologne, et j'insiste qu'on ne parle ici que du cas polonais, je lui préfère de loin la technologie nucléaire. Pardon? Mais t'es complètement taré? Non, et c'est justement un des sujets que je pense bien maîtriser. Souviens-toi, mon dada, c'est l'énergie et le climat. À mon avis, il faut déployer de l'éolien qui est très rapide à développer en parallèle de la construction de centrales nucléaires. Mais il y a les accidents, les déchets, et puis c'est super cher le nucléaire. On en parle de ça? Bon, et puis le solaire, t'en veux pas? On se fera plusieurs épisodes sur cette forme d'énergie pour poser à plat ce que la science nous en dit. D'ici là, je t'invite à lâcher ton clavier et à ne pas mettre de commentaires désobligeants. Tu pourras juger une fois qu'on aura proprement traité de ce sujet. Pour ce qui est du solaire en Pologne, ce serait un gâchis de ressources métalliques que l'on préférera laisser disponible pour des pays plus ensoleillés où le nucléaire n'est pas envisageable. Ok, pour le solaire, mais pourquoi tu préférerais un truc aussi dangereux que le nucléaire aux énergies renouvelables? Bon, je vois que ma proposition t'intrigue, donc voici une liste non exhaustive des principaux inconvénients et avantages du nucléaire.
Dans les avantages, tu as le fait qu'il soit pilotable, moins cher, utilise moins de matériaux, prenne moins de place au sol, impacte moins la biodiversité et fasse moins de déchets. Le nucléaire est moins cher que le renouvelable. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Oui, c'est moins cher si on prend en compte les coûts cachés de l'éolien, notamment le stockage de l'électricité et le renforcement du réseau. À égalité avec l'éolien, il y a notamment les émissions de gaz à effet de serre, le nombre de morts par unité d'énergie produite et la dépendance à des ressources métalliques non présentes sur le territoire national. Le nucléaire fait autant de morts que l'éolien? Yep, et on reviendra sur le bilan de Tchernobyl et Fukushima plus tard dans la chaîne. Pour te rendre compte de à quel point notre image du nucléaire est erronée, tu peux retenir que Fukushima n'a pas fait un mort à cause de la radioactivité. Pour ce qui est des inconvénients du nucléaire, on peut trouver des choses comme la nécessité d'un État fort, stable et non corrompu, le besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée, le temps de déploiement, le temps de retour sur investissement et le temps et la difficulté liés à la gestion des déchets. Ah, un État non corrompu. On n'en prend pas trop la bonne direction là. Le prochain secteur à écologiser, c'est le transport. Tu m'apprends des nouveaux mots à chaque épisode. C'est juste que j'ai pas envie de dire décarboné qui renvoie trop au climat. Et puis c'est pour embêter Kashia qui traduit les épisodes. Garde bien en tête qu'il y a d'autres limites à respecter. On va découper le transport en trois usages différents. Le transport de marchandises, le transport individuel long et le transport individuel court. Pour le fret, il faut passer des camions et avions aux trains et bateaux. C'est écolo les bateaux? Il me semblait avoir lu qu'un porte-conteneur pollue autant que plusieurs millions de voitures. Ah, les médias et leurs titres putaclic. Ces articles ne parlent pas de CO2, mais de soufre, une pollution qui reste localisée et n'embête pas grand monde au milieu de l'océan, à part quelques poissons. Quoi qu'il en soit, on ne va pas arrêter le transport international du jour au lendemain. Pour ça, on a le choix entre le bateau et l'avion, et le transport maritime reste quand même beaucoup mieux que l'aérien. Mais de manière générale, je suis d'accord avec toi. Il faut relocaliser notre production le plus possible pour éviter le transport. Pour le transport longue distance, c'est-à-dire les vacances, il faut réinstaurer le train de nuit pour les longues distances, fortement taxer les vols long courriers et interdire les lignes aériennes qui ont un équivalent de moins de 4h30 par train. C'est un peu bourrin de carrément supprimer les vols courts, non? Pas forcément, mais on peut en faire la comparaison si tu veux. Avec le train, mon trajet prendra 30 minutes pour aller à la gare, plus 20 minutes pour être en avance, plus 4h30 de train, plus 30 minutes pour rejoindre ma destination, soit 5h50. Avec l'avion, il me faut 1 heure pour aller à l'aéroport qui est en dehors de la ville, plus 2 heures en avance pour checker mon bagage, plus 1 heure d'avion, plus 1 heure pour rejoindre ma destination, soit 5 heures en tout. L'avion ne te fait gagner que peu de temps alors qu'il pollue beaucoup plus. Ouais, ça se tient. Pour le transport quotidien, il faut développer les infrastructures et réglementations qui privilégient la marche, le vélo, les transports en commun, bus, métro, train, le covoiturage et l'autopartage. En parallèle, il faut également réduire la place de la voiture dans nos villes, par exemple en piétonnisant tous les centres-villes. C'est quoi la différence entre le covoiturage et l'autopartage? Le covoiturage, c'est quand tu prends quelqu'un avec toi. L'autopartage, c'est quand une voiture peut être utilisée par plusieurs personnes, par exemple avec un système de location. À noter que le vélo électrique peut tout à fait être une solution puisqu'il permet de parcourir de grandes distances sans effort. La voiture individuelle est à éviter autant que faire se peut. Pour ceux qui n'ont pas le choix, la voiture électrique n'est pas une très bonne option parce que le mix électrique polonais est beaucoup trop carboné. Tu promeus les vélos électriques mais pas les voitures électriques. C'est pas un peu contradictoire? Pas forcément. Un vélo électrique pèse 25 kg et donc demandera peu d'énergie pour se mouvoir. S'il permet de remplacer une voiture de 1,5 tonnes, qu'elle soit électrique ou thermique, c'est bien. Si l'utilisateur prenait le bus auparavant, c'est pas fou. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, on préférera une voiture thermique aussi petite et légère que possible. Dans l'idéal, il faut concevoir et inventer une voiture consommant 1,5 litres au 100 km contre 6 litres en moyenne aujourd'hui. Ce véhicule n'existe pas encore mais peut être fabriqué avec des technologies actuelles. Cette voiture, qui consomme 4 fois moins que la voiture moyenne, sera petite, pèsera 500 kg et ne dépassera pas les 100 km/h. Pour éviter l'effet rebond et forcer la population à changer de véhicule, il faudra tripler le prix de l'essence et utiliser cet argent pour offrir cette nouvelle voiture à quiconque souhaite échanger sa voiture plus polluante, sous certaines conditions de revenus bien évidemment. Ah, rien que ça! Tripler le prix de l'essence. Avec des mesures comme ça, tu vas pas te faire élire, hein.
Ah bah je t'avais bien dit qu'on ne mettrait pas ces solutions en place. Prochain secteur est celui de l'habitat et on va se concentrer sur le chauffage. La première étape est de baisser la température de chauffage. Je suis toujours choqué de la température intérieure des habitations polonaises. Ce n'est pas normal d'être en t-shirt chez soi lorsqu'il fait -10 à l'extérieur. Je répète parce que c'est vraiment important. Il est aberrant d'être en t-shirt chez soi lorsqu'il fait -10 à l'extérieur. La température recommandée en France est de 19 degrés dans les pièces à vivre et 17 degrés dans les chambres. Donc t'es mignon, tu vas mettre un pull ou deux, une fois que ça c'est fait, t'as le droit d'allumer ton chauffage. Pas avant. 19 degrés ça fait vraiment froid. T'abuses un peu là mon bro. T'es pas obligé de mettre 19 degrés d'un coup, tu peux y aller par palier et déjà voir comment tu te sens à 21. De toute façon, les ressources fossiles s'amenuisent. L'Europe a déjà passé ses pics pétroliers, gaziers et charbonniers, donc il va falloir apprendre à faire avec moins. Partant de ma propre expérience, je peux te dire qu'après un mois, on s'habitue et ça devient normal. C'est pas très agréable le matin, mais après un bon café, ça passe. Ensuite, il va falloir isoler les bâtiments, mais sans en faire trop et en utilisant des matériaux produits localement. Enfin, il faut décarboner autant que possible la source énergétique utilisée pour chauffer, c'est-à-dire sortir du charbon, du gaz et du fioul. Pour ce faire, des solutions existent. La pompe à chaleur, le bois et le solaire thermique. Dans le futur, on pourra également éventuellement utiliser les nombreux réseaux de chaleur et faire de la cogénération à partir de nucléaire. Le bois, ça fait pas plein de particules fines qui tuent plein de monde. Et puis pour l'eau radioactive dans mes tuyaux, ça sera sans moi, hein. T'as tout à fait raison pour le bois. Cette source énergétique doit être installée avec des normes adaptées, notamment sur les filtres et types de cheminées. Et puis, cette solution n'est applicable que dans la limite des stocks de bois disponibles. Pour ce qui est du chauffage en cogénération à partir de nucléaire, l'eau qui est injectée dans le réseau ne serait pas plus radioactive que celle qui sort de ton robinet aujourd'hui. C'est sûr ça? Ouais, c'est certain. Prochain secteur, l'industrie et le consumérisme. Ça commence déjà par interdire la publicité pour les produits les plus polluants dans l'espace public. On entend souvent que les industriels ne produiraient pas de la merde si les gens arrêtaient d'en acheter. Je trouve ça un peu facile quand tout autour de nous est designé pour nous faire croire qu'on a besoin d'acheter des trucs inutiles pour être heureux. Qu'est-ce que t'appelles les produits les plus polluants? La viande rouge, les SUV, les voyages à l'autre bout du monde, la malbouffe, la high-tech, ce genre de choses. T'es vraiment un bourrin, hein. J'ai pas dit qu'il fallait en interdire la vente, juste qu'il fallait arrêter d'en faire la promotion. Une fois qu'on a réduit nos envies les plus écocides, nous devons nous concentrer sur nos besoins et ce qui est produit doit l'être de façon low-tech. C'est quoi ça, low-tech? Low-tech est un terme popularisé par Philip Biwix dans son livre L'âge des low-tech. Il désigne des objets, systèmes, des techniques, des pratiques et autres qui intègrent la technologie selon trois grands principes. Utile, c'est-à-dire qui répond à un besoin et non à une envie. Accessible, c'est-à-dire peu cher et conçu grâce à des matériaux disponibles localement. Et durable, c'est-à-dire éco-conçu, résiliente, robuste, réparable, recyclable, agile et fonctionnel. Je te mets un lien vers le site du Low Tech Lab en description si tu veux en savoir plus, mais voici quelques exemples de tutoriels que tu peux trouver sur cette plateforme. Ah oui, les mecs sont chauds, et ça je pourrais le construire moi-même. Alors, faut quand même deux trois compétences techniques dans certains cas, mais ouais, c'est l'idée. Pour tout ce qui est nécessaire mais ne peut pas être low-tech, comme par exemple un réseau de télécommunications ou l'industrie de l'acier, il faut diminuer nos besoins éco-concevoir au possible, décarboner les sources d'énergie utilisées et utiliser des matériaux abondants. Malheureusement, on ne peut pas faire de généralité ici et il faut voir au cas par cas comment rendre ça plus écolo. Maintenant, on passe aux déchets. On va trier nos déchets en trois catégories, les emballages, les objets du quotidien et les matières fécales. Le recyclage, c'est bien, mais le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Pour ce faire, je propose de mettre en place un système d'emballage consigné. On regarde les 1000 produits les plus vendus, designons une vingtaine de contenants réutilisables et mettons en œuvre un système de collecte. Les emballages en papier, carton, verre et métal peuvent rester comme tels, mais le plastique à usage unique doit être proscrit. Je parle ici des touillettes et gobelets, mais également du plastique utilisé pour emballer un paquet de gâteaux par exemple. Et mon avis est que ces conteneurs réutilisables doivent être faits à partir de plastique. Tu veux remplacer du plastique par du plastique? C'est quoi ton délire? Je veux remplacer du plastique à usage unique par du plastique réutilisable. Dans l'idéal, il faudrait que ce plastique soit biosourcé, c'est-à-dire fait à partir de végétaux, mais je ne sais pas si cette industrie est prête à être déployée à grande échelle. Le plastique a des propriétés intéressantes, il est léger, durable, résiste au choc.
Il va falloir transporter tous ces emballages vers les usines qui les laveront et changeront les étiquettes. Pour émettre moins de CO2 lors du transport et pour réduire les pertes, il faut avoir des objets les plus légers et résistants possibles, et le plastique a cet avantage par rapport au verre. Après, on n'est pas obligé de tout faire en plastique, loin s'en faut. Par exemple, pour les aliments secs comme les pâtes ou les riz, des sacs en tissu font l'affaire. Pour les objets du quotidien, toute ville de plus de X habitants, disons 50 000 par exemple, devra instaurer un système de collecte pour celles et ceux qui souhaitent se débarrasser d'objets qui peuvent encore avoir une deuxième vie. Ces objets seront alors reconditionnés puis mis en vente pour un prix symbolique. Ça n'existe pas déjà ça pour les vêtements? Oui, et l'idée serait de généraliser ça pour tout type d'objet. Que ce soit pour des couverts, des vieux téléphones, des livres, un canapé, de l'électroménager ou autre, toute personne devrait pouvoir donner ses objets plutôt que de les jeter. En France, ça existe déjà, ça s'appelle Emmaüs et voici à quoi ça ressemble. Pour une fois, ça me semble pas trop polémique comme mesure. Comme je te l'ai dit en introduction de l'épisode, toutes les solutions existent. Il nous manque juste quelqu'un avec la volonté politique pour les mettre en place. Enfin, le dernier type de déchets dont on n'a pas encore parlé, les déjections humaines. Ici, je propose d'avoir un minimum de bon sens et d'arrêter de chier dans de l'eau potable. On généralise l'utilisation de toilettes sèches et implémentons un système de collecte dédié. Ça nous permet non seulement de réduire notre utilisation d'eau, mais surtout de valoriser des déchets en engrais pour l'agriculture, refermant au passage le cycle du phosphate. C'est dégueulasse les toilettes sèches. C'est sale, ça pue. Alors je t'arrête tout de suite. Tu confonds toilettes sèches et les trucs immondes qu'on trouve en festival. Les toilettes sèches, c'est comme un compost. Lorsque c'est bien fait, ça ne sent pas, c'est agréable à utiliser et ça permet de produire un engrais surpuissant, de la chaleur et du biogaz. Ce dernier pourrait ensuite être utilisé pour faire fonctionner les engins agricoles de nos agriculteurs. Ce qui me fait une excellente transition pour parler du dernier secteur, celui de l'agriculture. Ici aussi, il y a beaucoup à faire. Il faut encore que je fasse des recherches, mais voici quelques pistes pour ce qu'il faudrait mettre en place. Diminuer drastiquement la quantité d'intrants et de pesticides utilisés, démécaniser pour revenir à une agriculture plus manuelle et donc créatrice d'emplois, interdire le labour profond, border nos champs de haies, aller vers l'agroforesterie, la polyculture, voire la permaculture, diminuer la production de viande, interdire les élevages intensifs et augmenter la diversité des aliments produits. En échange de cette agriculture qui combattrait le changement climatique et régénérerait le vivant, mon gouvernement garantirait un prix d'achat minimum des denrées alimentaires pour que nos agriculteurs, qui font un travail beaucoup plus difficile que toi ou moi, puissent enfin bien gagner leur vie sans dépendre d'aides extérieures. Bon, et ben en effet, c'est pas demain la veille qu'un parti au pouvoir proposera ça. Et puis, même si t'étais élu, ça serait la révolution assez rapidement. T'as probablement raison, et ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo. Comment rendre ces mesures acceptables? On va traiter ça très rapidement en parlant d'éducation populaire, de médiatisation, de démocratie et d'économie. À mon humble avis, la première chose à faire, et qui est de loin la plus importante, est d'éduquer nos chers compatriotes. Si j'étais à la tête du gouvernement, je passerais en tout premier lieu 1 heure par soir, tous les soirs, pendant 3 semaines, à m'adresser au peuple polonais pour expliquer les différents points qu'on va voir sur cette chaîne. Dans un premier temps, j'expliquerai les limites que notre société a atteint, les conséquences du franchissement de ces limites et les solutions que mon gouvernement propose. Tu fais toute la chaîne en live, quoi. Ouais, exactement. Et tu penses que ça marcherait? Les gens sont cons. Les gens, c'est toi et moi. Si j'ai bien fait mon travail, après avoir vu ne serait-ce que ces quelques premiers épisodes d'introduction à la chaîne, t'as déjà envie de changer tes habitudes. Ouais, possible. Eh bah, ce n'était qu'une courte introduction à la collapsologie. Imagine maintenant que je t'ai exposé la problématique dans son ensemble et que tu puisses te forger un avis éclairé. Je ne pense pas que tu trouverais mes mesures si strictes. Mais le but de cette manœuvre est surtout de créer un débat populaire autour de ces thématiques. Une fois le problème exposé, une fois que la population s'est emparée du sujet, il nous faut lui donner la possibilité de débattre, et ça passe par des médias libres. Ah bah bonne chance! Je prétends pas savoir comment faire, mais c'est un des prérequis pour un débat sain. Maintenant, débattre, c'est bien, mais il faut que ce débat aboutisse à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que de ce débat naissent des décisions politiques, et ça passe par l'instauration d'une vraie démocratie. Que ce soit en Pologne ou en France, on n'est pas en démocratie. On se fera un épisode sur ça, mais voter une fois tous les 4 ou 5 ans, c'est pas une démocratie. Il faut réécrire la Constitution pour vraiment donner le pouvoir au peuple. Pour faire ça, on a plusieurs leviers qu'on explorera, mais voici quelques pistes que je trouve extrêmement intéressantes.
Tout d'abord, il faut changer notre système de vote. Ensuite, on supprime le Sénat et le remplaçons par une assemblée de citoyens tirés au sort et représentatifs de la population. Ces citoyens auront le pouvoir de bloquer des lois qu'ils considèrent injustes et de proposer leurs propres lois. Puis, je propose la mise en place d'un référendum d'initiative populaire. Sur une plateforme Internet, tout citoyen peut proposer une initiative. Cette initiative peut être la création d'une nouvelle loi, la suppression d'une loi existante ou la démission d'un élu. Si cette initiative réunit 300 000 signatures, elle doit être débattue à l'Assemblée nationale et proposée par référendum à la population moins d'un an après. Enfin, je propose la création de différentes assemblées citoyennes, toujours représentatives de la population, dont la mission est de débattre sur des sujets précis et de faire des propositions de loi qui seront alors votées au Parlement. Alors là, t'as pété un câble, mon gars. Ils vont faire n'importe quoi et là, c'est sûr que tu l'auras ton effondrement. C'est ce que je pensais, et Macron aussi apparemment. Du coup, pour calmer les gilets jaunes qui voulaient plus de démocratie et les écolos qui voulaient plus d'écologie, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a créé la Convention citoyenne pour le climat, une assemblée de 150 citoyens tirés au sort, représentatifs de la société française, et leur a donné pour mission de faire 150 lois pour, je cite, définir des mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Il s'est dit que ces pecnos allaient jamais vouloir abandonner leur train de vie, leur barbecue et leurs grosses bagnoles. D'ailleurs, mea culpa, c'est ce que je pensais aussi. Faut dire qu'il y avait même quelques climato-sceptiques dans les 150. Ils ont été formés, ont auditionné des scientifiques et autres, et résultat, 150 propositions de folie, bien meilleures que tous les plans produits par le pouvoir en place depuis 30 ans. Des randoms qui mettent au tapis la supposée élite de la nation. Je te le dis, j'étais sceptique au départ, mais force est de constater que quand tu donnes aux gens un accès à de l'information fiable, une opportunité de débattre et d'échanger, et un vrai pouvoir décisionnel, ils produisent un travail de bien meilleure qualité que nos politiciens grisonnants qui s'accrochent à leur pouvoir. C'est ouf ça quand même. Et on peut les voir ces mesures? Si je les trouve en anglais, je te les mets en description. Sinon, je te mettrai le lien vers le site en français avec un traducteur de page. Mais sache qu'elles sont assez proches des mesures que je t'ai présentées ici. Une fois qu'on s'est attaqué à la démocratie et à l'éducation par les médias, il faut aller voir du côté de l'économie. Je ne sais pas si je traiterai ce sujet sur cette chaîne par manque de compétences, mais il faut sortir du dogme de la croissance du PIB. Il nous faut voir d'autres indicateurs qui mêlent pouvoir d'achat, empreinte écologique, inégalité, démocratie, santé et éducation. Le PIB est un indicateur très imparfait que l'on tente malgré tout de maximiser. Il faut changer ça, mais j'ai pas les compétences pour te dire par quoi il faut le remplacer. Ce qui est sûr, c'est que comme le pouvoir d'achat va diminuer, il faut porter une attention spécifique aux inégalités. Dans un monde en croissance, les pauvres peuvent voir les riches gagner de plus en plus, comme leur vie s'améliore également. Quand on va rentrer en décroissance, l'histoire sera bien différente et l'augmentation des inégalités va vite devenir insupportable. Donc si je résume, ton plan ça serait t'expliques le problème, tu proposes des solutions, ça crée du débat, ce qui peut mener à des propositions concrètes via référendum. Et dans cette histoire, le peuple te casse pas la gueule parce que ils peuvent défaire tes lois et en proposer d'autres parce que tu mets en place une vraie démocratie. À peu de choses près, ouais. Eh bah tu parles d'une utopie. Et t'en as d'autres des idées réalistes comme celle-là? Des tas, on a à peine effleuré la surface, mais on se garde ça pour d'autres épisodes. Pour l'instant, je te propose de résumer un peu tout ce qu'on a dit. On a tout d'abord fait quelques rappels et exposé quelques-unes des problématiques à l'œuvre. Notre société industrielle utilise des ressources énergétiques pour transformer des ressources matérielles en biens et services. Chaque étape de ce processus va générer des déchets, pollutions et des dégradations. Partant de ce constat, nous avons identifié des limites auxquelles notre société est déjà ou sera bientôt confrontée. D'un côté, les ressources énergétiques que nous utilisons sont finies et connaîtront un pic, tout comme les ressources matérielles non renouvelables telles que les métaux. Pour ce qui est des ressources renouvelables, le taux de prélèvement auquel nous les utilisons est bien souvent plus important que le taux de renouvellement de la ressource. D'un autre côté, les sous-produits indésirables de nos activités ont également des conséquences dont les plus connues sont le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution plastique. L'identification de ces limites nous a permis de dresser les types de solutions à appliquer. Ces solutions doivent nous permettre d'augmenter la résilience de notre société, de réduire nos besoins matériels et énergétiques, de transiter des énergies fossiles à d'autres alternatives, de régénérer le vivant et de diminuer la pollution.
Tout cela d'une façon acceptable et appropriable par le plus grand nombre, c'est-à-dire menant à une diminution des inégalités et une implication des citoyens dans le processus démocratique. On a ensuite listé les différentes solutions classées par différents secteurs. Pour la production d'électricité, je préconise d'aller vers du nucléaire et de l'éolien. Pour le transport, nous avons différencié le fret du transport de personnes. Le fret devrait s'orienter vers le rail et le transport maritime. Pour le transport longue distance, il faut pousser à l'utilisation du train, taxer les vols long courriers et interdire les vols qui ont un équivalent de moins de 4h30 en train. Pour le transport du quotidien, il nous faut pousser au partage des véhicules, transport en commun, covoiturage, autopartage, et à la diminution de la taille des véhicules individuels, voire leur suppression. Marche à pied, vélo, conception d'une voiture légère consommant 1,5 litre par 100 km. On a ensuite parlé d'habitat pour lequel il faut diminuer la température de chauffage, isoler puis décarboner le vecteur de chauffage en allant vers de la pompe à chaleur, le bois et le solaire thermique. Nous avons ensuite continué avec le secteur de l'industrie. Ici, je propose d'interdire la publicité pour les produits les plus polluants et d'aller vers du low-tech, c'est-à-dire des objets utiles, accessibles et durables. Pour les problématiques liées aux déchets, je propose de remplacer les emballages à usage unique par la mise en place d'un système de consigne, de généraliser le marché de l'occasion et l'utilisation de toilettes sèches. Enfin, nous avons rapidement listé des pistes de solutions pour le secteur de l'agriculture. On a évoqué entre autres la diminution de l'utilisation d'intrants et de pesticides, l'interdiction du labour profond ou encore la généralisation de techniques respectueuses du vivant comme l'agroforesterie ou la permaculture. Pour que toutes ces solutions soient acceptées par la population, il nous faudrait expliquer en long, en large et en travers les problématiques auxquelles nous faisons face et donner la possibilité aux citoyens d'exprimer leur mécontentement par un autre moyen que celui de la violence. Pour ce faire, mon parti fait le choix d'instaurer une vraie démocratie en Pologne en modifiant notre système de vote, en formant des assemblées populaires représentatives de la population et dotées d'un réel pouvoir décisionnel, et en établissant les référendums d'initiative populaire. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Dans le prochain épisode, on fera une liste des solutions individuelles que vous pouvez déjà mettre en place pour réduire votre empreinte écologique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour faire comprendre à l'algo de YouTube que j'existe. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas polonais, donc je préférerais interagir avec vous en anglais dans les commentaires. Pour être au courant de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Je suis développeur web basé sur Varsovie à la recherche de projets écologiques. Si ça vous intéresse, je laisse l'adresse de mon site personnel en description de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Le script de cette vidéo a été traduit en polonais depuis le français par Katarzyna Udorecka, une traductrice engagée dans la lutte écologique. Les graphiques et animations ont été réalisés par Władysław Krawec. Les liens vers leur site perso sont dans la description. Merci encore, et à la prochaine!